Allumer la lumière quand l'interrupteur commande plusieurs sources lumineuses donne une impression de pouvoir. Dans une scène d'un film, on voyait une main s'avancer dans le noir. Elle abaissait la manette d'un compteur qui déclenchait aussitôt l'allumage d'une multitude d'ampoules. On découvrait alors qu'on était à l'intérieur d'un immense théâtre, vide. Fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut. Cette obéissance avec un résultat instantané, aussi spectaculaire, est l'assimilation du pouvoir divin. Adolescent, j'avais installé des spots dans le jardin de mes parents, au pied de chaque arbre. Dès que la nuit était tombée, j'illuminais mon petit parc. Frisson de plaisir quand j'appuyais sur l'interrupteur et que le jardin s'embrasait aussitôt. Je dominais les arbres, les buissons. J'arrivais même à m'approprier le chêne du voisin qui tout à coup, parce que je l'éclairais, nous appartenait. Le mot illumination a toujours été pour moi associé au plaisir. Mon grand-père paternel, quand j'allais le voir à Paris, il habitait dans le 17e arrondissement, sortait sa voiture de son garage et m'emmenait voir les illuminations de la ville lumière. La voiture longeait la Seine si lentement qu'on se faisait klaxonner par des automobilistes plus motivés à regagner leur banlieue qu'à contempler la conciergerie et ses tours médiévales éclairées. Notre-Dame, la place de la Concorde, la voiture créait un long travelling. On ne s'arrêtait pas, on ne descendait pas de la voiture pour marcher parmi les monuments, on roulait. On était au cinéma. Le plaisir de mon grand-père obligea le mien. Le mot illumination, à cause de cette expérience, est définitivement associé pour moi à la fête, à la parenthèse, à l'arrêt de l'angoisse. Et maintenant que mon grand-père n'est plus là, quand je me promène parmi ces mêmes monuments éclairés, j'ai rendez-vous avec le même plaisir, où se mêle le souvenir du désir qu'avait mon grand-père de m'emmener, et la contemplation de Paris la nuit. Un mystère pour moi étaient les spots installés dans l'eau qui éclairent les bassins et les piscines la nuit. On m'avait tellement persuadé que de l'incompatibilité entre l'électricité et l'eau, je m'étais pris de telles châtaignes en changeant les fameuses ampoules à barillet avec des mains mouillées, que cet éclairage subaquatique me semblait invraisemblable et dangereux. J'imaginais des gerbes d'étincelles imminentes, avec aussitôt après de la fumée, puis le blackout. En dehors de la dangereuse conduction électrique de l'eau, le fait de craindre de s'y noyer distrait de l'extrême plaisir qu'elle procure au corps, de se sentir léger et porté. La jouissance qu'on éprouve quand le corps est immergé, c'est de ressentir sur lui la modification de l'effet de pesanteur. Un de mes jeux préférés pour tester cette modification était de saisir au fond de la rivière une lourde pierre, de la monter jusqu'à la surface, puis de tenter de l'élever au-dessus du niveau de l'eau. En comparaison avec l'effort qu'il fallait faire pour maintenir cette même pierre dans l'air, je ressentais dans le liquide un sentiment de toute puissance qui me transformait en Hercule. Le jour où j'ai eu un peu moins peur de l'étouffement par noyade, l'eau n'a plus été un endroit dont il fallait à tout prix que je sorte la tête. Auparavant, quand je nageais, j'avais mal au cervical, tellement je cherchais sans cesse à happer l'air et à m'extraire de l'élément hostile. Le jour où j'ai accepté de m'y enfoncer tout entier, j'ai joui de cette modification de mes sensations corporelles, du déplacement de mon centre de gravité, de nager entre deux eaux, de sentir la pression me porter au point qu'après avoir craint si longtemps de couler, je m'aperçus que je flottais. Je réalisais même que c'était difficile d'aller au fond, puisque les plongeurs devaient se lester avec une ceinture de plomb pour y parvenir. Quand on prend une douche, l'eau qui ruisselle sur le corps est un plaisir intense, surtout si ce ruissellement est continu. L'eau se répand et gagne tous les interstices. Grâce au mouvement du corps, on guide son écoulement jusqu'aux replis les plus intimes, puis on la laisse poursuivre son chemin vers le siphon et disparaître dans les canalisations. Le corps est alors à la croisée d'un chemin liquide venu de très haut et de très loin, et d'un chemin liquide
chargés des miasmes corporels s'enfonçant dans les ténèbres jusqu'à la mer. La plupart des douches qu'on prend vont bien au-delà de leur rôle de nettoyage. Se laver est un alibi pour vivre cette aventure sensitive du ruissellement. La douche relie le corps au temps qui coule. Le trajet de l'eau du haut vers le bas matérialise la gravitation universelle. Il inscrit le corps dans une chute plus ample, celle des planètes et des astres. Prendre une douche, c'est mettre son corps au cœur d'un immense sablier dont le contenu se répandrait sur la peau. Si l'eau est à une température proche de celle du corps, elle est aussi une caresse vivante, une étreinte avec un amant liquide, jamais fatigué. Le plaisir est tel que l'écoulement est sans fin, comme pour les douches d'adolescents, d'où l'augmentation des factures d'eau. On devrait installer des bacs de récupération avec une pompe électrique qui remettrait dans le circuit cette eau quasiment propre pour la redonner sans fin, comme ces fontaines artificielles qui, grâce à un réservoir de quelques litres, donnent l'impression d'un écoulement inépuisable. Le rituel de la douche interminable pourrait alors devenir un plaisir pour tout le monde, y compris pour les parents qui payent les notes d'eau et de gaz. La seule dépense serait le peu d'électricité consommée par le moteur de la pompe. De plus, cette adaptation permettrait un débit plus important qui pourrait transformer les douches en cascades. Les jacuzzis et les bains à bulles sont une invention paradoxalement économique. Ça coûte pas cher de générer des bulles au fond d'une baignoire. C'est l'investissement de départ qui est onéreux et range ces installations du côté du luxe.